L'heure des panels est finie. L'heure des accords sous-régionaux est finie. Nous avons les ressources intérieures ici pour régler le problème. Laurent Gbagbo, président sortant et candidat de la majorité présidentielle LMP, et Alassane Ouattara, candidat du RHDP, sont au deuxième tour de l'élection présidentielle 2010. Le jour du scrutin, dimanche 28 novembre, les deux candidats ont voté à Cocody. Le candidat de la majorité présidentielle a voté à l'école primaire publique de la Riviera 1 et le candidat du RHDP a accompli son devoir de citoyen au lycée Sainte-Marie. Le 2 décembre 2010, à 17h, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du Golfe, annonce la victoire du candidat Alassane Ouattara avec 54,10% des suffrages exprimés. Quelques minutes avant, le président du Conseil constitutionnel annonce sur les antennes de la RTI s'être saisi du dossier après la conclusion du délai imparti à la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats provisoires comme le prévoient les tests. Le 3 décembre, le président du Conseil constitutionnel, après l'invalidation des résultats proclamés la veille par la commission électorale indépendante, annonce la victoire du président sortant Laurent Gbagbo avec 51,45% des suffrages exprimés. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, certificateur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la victoire reconnue est celle du candidat Alassane Ouattara. C'est dans cette confusion que le président sortant Laurent Gbagbo prête serment le 4 décembre au palais présidentiel. Suite à l'élection présidentielle de 2010 remportée par le président de la République Alassane Ouattara et contestée par l'ancien président Laurent Gbagbo, l'armée de Côte d'Ivoire, qui a retrouvé l'unité après les différents accords de Ouagadougou à travers le centre de commandement intégré, va par la faute de certains militaires renouer avec la déchirure. Les hostilités vont s'ouvrir à Bloléquin dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et plusieurs militaires vont rejoindre les ex-forces armées des forces nouvelles qui ont décidé de lutter pour le respect de la démocratie. Le 16 décembre 2010, un blocus militaire sera mis en place autour de l'hôtel du Golfe, quartier général du président Alassane Ouattara. Le 24 février 2011 marque le début des offensives généralisées qui vont s'accentuer le 27 mars 2011. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire arrivent aux portes d'Abidjan début avril. L'offensive généralisée lancée pour la libération du district d'Abidjan verra l'apparition du commando invisible dans la commune d'Abobo. Le 8 avril, le Golf Hotel, quartier général du président Alassane Ouattara, est attaqué. Le 11 avril, l'ancien président Laurent Gbagbo est arrêté par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les grands commandements font allégeance au président Alassane Ouattara. Le 6 juillet, le président procède à des changements à la tête des grands commandements. Le général de division Soumaïla Bakayoko est le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Son adjoint, le général de brigade Firmin de Toledo. Le général de brigade Gervais Kwasi Kwaku est le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'inspecteur général de police Bredou Mbia lui reste à son poste. Il est le directeur général de la police nationale. Sur instruction du président de la République, des ateliers sont organisés à Grand Bassam et à Yamoussoukro les 22, 23, 24 juin et les 1er et 2 septembre pour réorganiser les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après la nomination des grands commandements, suivront celles des chefs des unités le 3 août. Le 5 août, la commission de redressement des grades restitue le résultat de ses travaux. Ce sont des militaires qui, avec l'unité retrouvée, avec surtout le retour des militaires exilés, vont défiler le 7 août devant le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 6 septembre est installé le commandant de l'école des forces armées. Le 7 septembre suit celui du bataillon de Daloa. Le 14 septembre, ceux du bataillon de l'artillerie sol-air, du bataillon blindé et du bataillon des commandos parachutistes. Le 29 septembre, le Premier ministre de la Défense, Guillaume Kibafori Soro, va effectuer une tournée à l'intérieur du pays pour l'installation des chefs militaires et paramilitaires pour marquer la réunification définitive du pays.
Montrer son unité retrouvée avec les moyens mis à sa disposition par l'État de Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police vont réussir avec l'appui de l'ONUICI et de la force LICOM la sécurisation des élections législatives et des fêtes de fin d'année. Quand l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur, personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. L'on est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat, le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. La CEDEAO tape alors du poing sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès. L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des 2 principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ses délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les 2 parties. L'UA donne 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Une cérémonie en 4 actes. Acte 1, le président de la République arrive dans la salle Anounou 1 de l'hôtel du Golfe et signe l'ordonnance portant unification des forces armées nationales de Côte d'Ivoire et les forces armées des forces nouvelles. Acte 2, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, donne lecture de l'ordonnance portant unification des FANSI et des FAFEN. Vu la loi numéro 95-695 du 7 septembre 1995 portant code de la fonction militaire, tel que modifié par les ordonnances numéro 2000-652 du 30 août 2000 et numéro 2696 du 13 septembre 2000, vu l'urgence, ordonne, article 1er, les forces armées nationales et les forces armées des forces nouvelles sont regroupées en une armée unique dénommée Force républicaine de Côte d'Ivoire, FRCI. Article 2. Pour la gestion des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il est destitué un état-major général dirigé par un chef d'état-major général, secondé par un chef d'état-major général adjoint. Article 3. La présente ordonnance sera promulguée selon la procédure d'urgence, exécutée comme loi de l'État et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 17 mars 2011, Alassane Ouattara.
Acte 3, le colonel Kwasi Patrice, au nom de ses frères d'armes des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'adresse au président de la République. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, la nouvelle armée que vous venez de créer vous fait le serment de se mettre à la disposition du peuple dans toute sa diversité, le servir et le protéger en tout temps et en tout lieu, même au péril de sa vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, ordonnez, nous obéirons. Commandez, nous exécuterons. Acte 4, le président de la République, chef suprême des armées, livre le contenu de son message qui insiste sur ce qu'il attend désormais des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une république régie par des règles et des lois qui garantissent la protection des citoyens. L'ordre et la paix doivent revenir dans notre pays. Soyez républicains. Dites non à l'illégalité. Mettez-vous au service de la patrie et de la paix. Comme prévu dans l'accord politique de Ouagadougou, et pour mettre fin à tous les dérapages, je viens de prendre une ordonnance portant création des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI. Cette nouvelle armée est composée des forces armées nationales et des forces armées des forces nouvelles sous un état-major unifié dirigé par un chef d'état-major général et un chef d'état-major adjoint. Elle a pour mission d'assurer principalement la sécurité des personnes et des biens sans distinction, comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la Nation le mardi 15 mars 2011. Elle doit également assurer la défense du territoire national. Cette nouvelle armée, dans toutes ses actions, devra suivre un nouveau code de conduite au service de tous les citoyens, ce qui lui permettra de contribuer efficacement à l'édification de la nation ivoirienne démocratique, unie et moderne. Elle devra également être un puissant instrument de cohésion nationale, en servant d'école pratique de civisme, de tolérance, de transparence et d'initiation à la citoyenneté et à l'intégration nationale. Elle sera un espace de compétence, de professionnalisme, où la mission devra être prioritaire, où le service et le respect du citoyen devront primer sur l'intérêt privé. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous reconnaissons comme chef souverain et grand maître des ordres et nous vous remettons le grand collier, insigne de notre distinction. Alassane Ouattara est le 5e président de la République de Côte d'Ivoire. Il vient de recevoir ce 21 mai 2011
le dernier des attributs liés à sa fonction, le collier faisant de lui chevalier de l'ordre du Grand Croix, distinction la plus honorifique de la République de Côte d'Ivoire. Une minute de silence en mémoire des martyrs tombés pendant la crise électorale. Le nouveau président ivoirien, la gorge nouée, annonce sa volonté d'écrire une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire. La grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire au lendemain du scrutin présidentiel du 31 octobre et du 28 novembre 2010 est à présent derrière nous. Elle s'est achevée par la victoire de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple ivoirien. C'est un succès pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Plus qu'une simple cérémonie d'investiture à laquelle vous êtes conviés, c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine et internationale que nous célébrons aujourd'hui. Émotion et humilité au cours de cette allocution solennelle. Le docteur Alassane Ouattara va rendre hommage à la communauté internationale, mais aussi au président du RHDP, Henri Konan Bédié. Je me sens également animé par un sentiment de gratitude envers le monde entier qui a fait preuve d'un formidable élan de solidarité pour le triomphe de la démocratie. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage solennel à mes illustres prédécesseurs à la tête de l'État. J'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel qui a été pour moi un père, qui occupe également une place de choix dans le cœur de chacun des Ivoiriens. Il s'agit bien entendu du président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le président Bédié, cher aîné, cher grand frère, je voudrais rendre hommage à votre sens élevé du devoir, votre profond amour pour notre pays et votre attachement à la paix. Je ne saurais vous remercier assez de votre soutien constant ainsi que de votre présence à mes côtés. Vous me permettrez de citer tout particulièrement la France. La France avec laquelle la Côte d'Ivoire a des liens historiques et une vision commune de l'avenir. Monsieur le Président Sarkozy, le peuple ivoirien vous dit un grand merci. Oui, un grand merci pour votre engagement dans la résolution de la crise ivoirienne sous mandat des Nations Unies, qui a permis de sauver de nombreuses vies. Nous vous serons toujours reconnaissants. Occasion pour le chef de l'État de dérouler son programme. Annoncé pendant la campagne présidentielle, Alassane Ouattara réitère son engagement à tenir parole parce que pour lui, chaque problème a sa solution. Réunification de l'armée, nouveau programme d'éducation civique et morale à l'école, fraternité retrouvée, deuil de rancœur, bref, le président de la République de Côte d'Ivoire est déterminé à favoriser la réconciliation nationale. Ce vaste chantier de la réconciliation sera l'occasion pour tous les Ivoiriens de faire définitivement le deuil de nos rancœurs, de panser nos plaies, d'expier les fautes individuelles et collectives et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. De cette catharsis nationale doit émerger un Ivoirien nouveau, résolument engagé à servir la Côte d'Ivoire avec amour et désintéressement. La fin de l'allocution du docteur Alassane Ouattara sera marquée par les félicitations de son épouse, son principal soutien, mais aussi celle des chefs d'État venus pour le soutenir.
La crise post-électorale passée, le gouvernement ivoirien, sous la direction du président Alassane Ouattara, ne manque pas d'imagination pour imprimer ses marques aussitôt après sa formation le 1er juin 2011. Le gouvernement va donc s'illustrer avec l'organisation de séminaires pour mieux coordonner ses activités. 3 rendez-vous pour ce faire vont réunir les membres du gouvernement entre juin 2011 et décembre 2011. La dernière rencontre avant la fin de l'année, sur les 100 jours du gouvernement tenus les 10 et 11 octobre 2011, est l'occasion pour les ministres de diagnostiquer des actions menées et présenter des difficultés rencontrées, non sans faire des propositions pour lever les obstacles. Avant cette rencontre, une autre est organisée le 9 août 2011 pour l'adoption d'une charte d'éthique. Celle-ci est précédée du séminaire des 5 et 6 juillet 2011. C'est le premier séminaire du genre destiné à l'élaboration d'un programme de travail gouvernemental sur une période de 6 mois. Ce séminaire, comme les autres rencontres, se veut un espace d'études, de formation à même de permettre aux membres du gouvernement d'être mieux outillés pour les missions à leur assigner. Le présent séminaire sera donc l'occasion pour chaque ministre de présenter les actions qu'il a réalisées et qui ont eu un impact direct ou indirect sur la vie des Ivoiriens. L'objectif visé face aux nombreux défis étant de former à la gestion des affaires par la culture de l'excellence, les ministres doivent à travers ces rencontres s'imprégner notamment du sens de l'État et de l'amour de la patrie en inscrivant toutes les actions dans l'optique de l'intérêt général. Cet exercice permettra de consolider les acquis obtenus et de confirmer, si besoin en était, l'engagement de tous à lever les obstacles et à amorcer la relance. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, le pari est gagné dès lors qu'à l'issue de ces formations, l'on puisse constater la tenue régulière des conseils des ministres, la ponctualité, la restauration de l'image de l'institution présidentielle ainsi que la célérité et la fluidité du travail gouvernemental. Toutes choses qui, aux yeux du chef de l'État, constituent des leviers essentiels pour faire de la Côte d'Ivoire un État de droit, moderne, organisé et respecté de tous. Après le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Alassane Dramane Ouattara a été reçu par le président de la Banque mondiale, Robert Zolik. La Banque mondiale qui a repris sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Christine Lagarde, la toute nouvelle présidente du Fonds monétaire international qui a bénéficié du soutien de la Côte d'Ivoire pour son élection, a également reçu le président Alassane Ouattara et sa délégation. Madame Lagarde a réaffirmé le soutien du FMI à la Côte d'Ivoire. Le président Barack Obama, que nous avons rencontré hier après-midi, en compagnie de 3 autres chefs d'État de la sous-région, les présidents du Bénin, donc de Niger et de Guinée. Nous avons eu un échange très fructueux sur les questions de développement, questions de démocratie, de sécurité. Dans le cadre de nos échanges avec le président Barack Obama, j'ai été fort impressionné de son engagement à nos côtés. Alassane Ouattara à la tribune de l'ONU ce jeudi 22 septembre 2011 à l'occasion de la 66e Assemblée générale de l'Organisation mondiale. Le cercle royal gaulois, lieu hautement symbolique dans la capitale du Royaume de Belgique, et c'est bien à dessein que les membres de la Chambre de commerce belge et luxembourgeoise, CBL, ACP, y ont convié le chef de l'État ivoirien. Ces opérateurs économiques veulent s'assurer de la normalisation de la situation pour reprendre ou engager leurs activités en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, très honoré, leur a fait part effectivement des changements notables qui sont en train de s'opérer, avec surtout l'ouverture de plusieurs chantiers avant de les inviter à se rendre en Côte d'Ivoire pour leurs affaires. Présent à Cotonou, aux côtés de ses pairs, les présidents Yahi Boni, qui est président en exercice du Conseil de l'Entente depuis 2006, Blaise Compaoré, Faure Essozimna Nyasingbe et Mahamadou Issoufou. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ainsi démontré sa volonté de faire revivre le Conseil de l'Entente.
L'organisation a été créée avant les indépendances, le 29 mai 1959, à l'instigation du président Houphouët-Boigny. La décision de tenir un mini-sommet sous l'égide de la CEDEAO sur la sécurité transfrontalière a été prise lors de la 20e session des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano le 17 juillet à Monrovia. Les présidents du Nigeria, président de la CEDEAO, du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, du Libéria et de la Côte d'Ivoire se sont donc retrouvés à Abuja pour trouver les voies et moyens en vue de renforcer la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne avant les élections d'octobre au Libéria. L'avion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a atterri à l'aéroport Jubilé d'Accra à 9h46. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par son homologue ghanéen John Evans Atta Mills. C'est sous des vivas et des applaudissements à tout rompre que les Ivoiriens vivant au Ghana ont salué l'entrée du président de la République dans le grand amphithéâtre où devait se tenir la rencontre. C'est dans sa grande diversité que la communauté ivoirienne a répondu présente à ce rendez-vous. Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires, réfugiés politiques. On a pu voir dans la salle des visages connus, le maire de la commune de Yopougon, des membres de la Galaxie patriotique et bien d'autres. Tous des exilés politiques depuis la chute du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Pour démarrer la rencontre, à l'unisson, tous ces fils et filles de Côte d'Ivoire ont chanté l'abidjanaise. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la réunification et de la consolidation de l'autorité de l'État. Après Korogo et Séguéla, Bouna et Bouaké, c'était le tour d'Odiéné et de Man d'accueillir le Premier ministre Guillaume Soro. À Man, l'accueil a été à la hauteur de l'espoir suscité par cette mission du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement a indiqué qu'il est venu partager sa foi en une Côte d'Ivoire de liberté et de démocratie. Le Premier ministre a présenté par la suite les nouvelles autorités militaires et paramilitaires aux populations de Man. Avant son arrivée dans la capitale des 18 montagnes, le Premier ministre a effectué une escale à Odiéné dans le Denguélé. Le train de la normalisation du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro, a marqué un arrêt le samedi 1er octobre à Bouna. Je vous ramène l'État pour parachever le processus de normalisation. J'avais pris un engagement devant vous que si la Côte d'Ivoire renouait avec la démocratie, la liberté, et qu'on avait un président démocratiquement élu, je m'engageais à faire en sorte que les forces nouvelles se retirent et laissent l'État s'installer. Je suis venu respecter cet engagement. C'est un message de réconciliation. Le fait que l'État revienne dans toute sa plénitude pour prendre sa place. Le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro, a repris son périple. Destination Bouaké. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez pour chef... Ces nominations, selon le Premier ministre, se sont fondées sur la base de la compétence et des exigences de l'accord politique de Ouagadougou. Nous voulons construire une armée républicaine. Un État fort, c'est un État qui est adossé à un pilier fort qui est l'armée. C'est le 11 avril dernier que l'ex-président Laurent Gbagbo a été arrêté. Et à la demande de la Cour pénale internationale, la CPI, les autorités ivoiriennes ont procédé dans la nuit du 29 au 30 novembre au transfèrement de l'ex-président Laurent Gbagbo à la prison de la Haye aux Pays-Bas. Lors de sa première comparution le 5 décembre 2011, selon un communiqué de la CPI, et je cite, l'ex-président Laurent Gbagbo aurait été un acteur direct ou indirect de 4 chefs de crimes contre l'humanité, de violences sexuelles, persécutions et autres actes inhumains durant la crise post-électorale. La prochaine audience
a été fixée au 18 juin 2012. Législative 2011, 1160 candidats étaient en compétition pour pourvoir les 255 sièges des députés à l'Assemblée nationale. Les résultats officiels de ce scrutin proclamés le 16 décembre 2011, soit 5 jours après le scrutin, par le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko, l'on retient que les élus par parti ou groupement politique donnent les chiffres suivants. Sur les 255 sièges à pourvoir, le RDR, Rassemblement des Républicains, 127 sièges. Le PDCI enregistre 77 députés. Les candidats indépendants comptent 35 représentants au Parlement. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, 7 sièges. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, 4 sièges. Le Mouvement des forces d'avenir, MFA, 3 sièges. Et l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, UDC, 1 député. Seul le siège de Lougalé a été sursis à l'organisation du vote. La raison, le décès d'un candidat de la circonscription. Après la proclamation officielle des résultats, le Conseil constitutionnel a reçu les requêtes de certains candidats pour annuler le vote dans leur circonscription. Les concernés attendent toujours le verdict du Conseil constitutionnel, signalant que le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, n'a pas pris part à l'élection législative dont le taux de participation des électeurs est en dessous des 36%. L'expression de printemps arabe fait référence au printemps des peuples de 1848 auquel il a été comparé. Ces mouvements révolutionnaires nationaux qualifiés de révolution, de révolte, voire de réveil arabe ont commencé le 17 décembre 2010 en Tunisie. Ce jour-là, un jeune vendeur ambulant s'immole à Sidi Bouziz. Mohamed Bouazizi protestait ainsi contre la saisie de sa marchandise par la police. C'est le début d'une vague de contestation. La révolution en Tunisie conduit Zinel Abdine Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, à fuir le 14 janvier 2011 vers l'Arabie Saoudite. D'autres peuples reprennent le slogan « Dégage » devenu le symbole de ces révolutions. Le 25 janvier 2011 marque la première manifestation sur la place Tahrir au Caire. C'est le début de plusieurs semaines de mobilisation des Égyptiens. Le 11 février 2011, le président Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1981, se réfugie dans sa résidence de Sharm el-Sheikh. La révolution égyptienne surnommée Révolution du Papyrus, Révolution du 25 janvier ou Révolution du Nil, aboutit donc au transfert du pouvoir à l'armée. La situation va être plus dramatique en Libye. Le 15 février 2011, des émeutes éclatent à Benghazi. Ici, les mécontents réclament le départ du guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, au pouvoir depuis 1969. Les manifestations de la journée de la colère se heurtent à une violente répression policière. La révolution en Libye tourne à la guerre civile entre les forces fidèles au régime de la Jamaïria de Kadhafi et les insurgés soutenus par une intervention étrangère sous mandat de l'ONU. Fin août 2011, la prise effective de la capitale Tripoli, consécutive à une offensive décisive, entraîne la fuite du guide libyen et de ses proches. C'est la reconnaissance internationale de la légitimité du Conseil national de transition, CNT. Et le 20 octobre 2011, le dernier bastion kadhafiste, Sirte, tombe aux mains des forces du CNT et Muammar Kadhafi est tué. Au Bahreïn, la solidarité contre-révolutionnaire des monarchies du Golfe fait échec au mouvement de contestation. Et au Yémen, le président Saleh louvoie entre exigences de l'opposition et le soutien international à une transition pacifique. Ses promesses, notamment son retrait du pouvoir à la fin de son mandat, ne convainquent pas. De simples manifestations aux affrontements armés, tout y passe. Morts d'hommes et désertion de militaires en faveur des manifestants se multiplient de février à mai 2011. Le 3 juin 2011, le président yéménite, son premier ministre et des collaborateurs sont blessés dans une explosion lors de la prière du vendredi. Le président Saleh se réfugie en Arabie Saoudite. Après 3 mois de convalescence, il revient finalement au Yémen, provoquant un regain de tension. Une tension à son paroxysme en Syrie,
où la répression exercée par le régime de Bachar el-Assad cause des milliers de morts. Les injonctions de la communauté internationale et les propositions de la Ligue arabe n'ont pas fait fléchir le président syrien. Il n'empêche, les contestations continuent. Tous les pays du monde arabe ont été touchés, mais les manifestations y ont eu une ampleur et des conséquences limitées. Cas de l'Algérie et du Maroc. Ici, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, et le roi Mohamed VI du Maroc ont limité les incidents par la mise en place de diverses réformes. Ces révoltes arabes pourraient mener à une redistribution des cartes dans cette partie du monde. Cela avec des conséquences géopolitiques, sociales et économiques majeures à l'échelle mondiale. La raison, l'industrie pétrolière est très présente dans ces régions. 2011 aura sonné la mort de Oussama Ben Laden, l'homme le plus recherché de la planète. La tête du leader d'Al-Qaïda était mise à prix, 25 millions de dollars, mort vif. Ben Laden sera tué lors d'une opération terrestre au Pakistan, près d'Islamabad, le 2 octobre 2011. Les premiers détails ont été dévoilés par le président américain Barack Obama dans une allocution télévisée. L'opération a été menée par des Navy SEALs. La dépouille du terroriste a été immergée en haute mer après une autopsie. Cette mort n'a pas pour autant affaibli les organisations terroristes. Elles vont crier vengeance. Les actes terroristes se sont multipliés en 2011 dans le Maghreb et les pays sahélo-sahéliens. La branche de Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a gagné du terrain. Attentats et enlèvements de touristes européens sont le lot quotidien de cette organisation. Le groupe terroriste opère dans le trafic de drogue. Il a sous ses ordres des centaines de membres en opération à travers le vaste désert de la région. AQMI détient à ce jour une dizaine d'otages européens. Il est également lié aux attentats perpétrés par le groupe islamiste militant Boko Haram au Nigeria. La menace croissante posée par AQMI a conduit en 2011 à des actions communes entre des pays du Sahel comme l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. En 2011, les actes de piraterie se sont multipliés en Afrique, une menace pour le transport maritime international. Les organisations internationales ont exprimé leur préoccupation devant la croissance des actes de piraterie dans la Corne de l'Afrique. La piraterie s'est étendue au golfe de Guinée. En mai 2011, l'on a dénombré 664 marins et 43 navires aux mains d'environ 2200 pirates, une cinquantaine d'organisateurs et une centaine de chefs d'équipe. Ces pirates sont généralement issus de l'ancienne marine, des gardes-côtes de Somalie, où sont souvent des anciens pêcheurs. Parmi eux, des insurgés islamistes Shebab. Aujourd'hui, le Kenya, pays voisin de la Somalie, craint pour sa sécurité. Le flux d'argent sale provenant des rançons provoque une forte inflation dans l'immobilier. Les attaques en mer ont eu un effet direct sur l'économie des Seychelles. Elles ont entraîné une réduction de 30% dans les activités portuaires. Les pirates ont récolté plus de 135 millions de dollars en 2011, selon les spécialistes de la politique étrangère et la défense européenne. Du Togo au Cameroun en passant par le Nigeria, l'on constate une hausse des attaques contre les pétroliers, les plateformes offshore ou les navires commerciaux. La France et les États-Unis ont entrepris des partenariats de sécurisation maritime avec les pays visés, mais sans grand succès. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage d'organiser au cours du premier trimestre de 2012 un sommet des chefs d'État sur la lutte contre la piraterie. L'année 2011 a été ébranlée par le décès de certains dirigeants, tant en Afrique qu'en Occident. Le premier chef d'État africain décédé le 5 avril dernier est le centrafricain Ange Félix Patassé à Douala au Cameroun. Devenu président de la République centrafricaine le 22 octobre 1993, Ange Félix Patassé est renversé par un coup d'État de François Bozizé le 15 mars 2003.
Le guide libyen Mouammar Kadhafi, après 40 ans à la tête de la Libye, est mort le jeudi 20 octobre 2011 à Sirte, sa ville natale, dans des circonstances incertaines. Selon plusieurs sources, Kadhafi aurait tenté de quitter sa cachette à l'aube dans un convoi de véhicules. Le guide libyen aurait alors été arrêté par un bombardement effectué par un Mirage français. Drapeau mis en berne et deuil de 3 jours décrété sur l'ensemble du territoire national nigérien dès l'annonce ce lundi 31 octobre 2011 du décès à l'âge de 71 ans du général Ali Saïbou. Cet ancien président de la République du Niger de 87 à 93 avait suscité une période de décrispation en instaurant le multipartisme dans le pays. Hors du continent, plus précisément aux îles Fidji, le 6 février 2011 enregistre le décès de Ratu Josepha Iloalo, président de la République de juillet 2000 à juillet 2009. Direction la Corée du Nord, où les populations apprennent le 17 décembre 2011 la mort du dirigeant Kim Jong-il des suites d'une crise cardiaque. Son plus jeune fils Kim Jong-un, qui présidera le 28 décembre dernier ses obsèques, lui succède à la tête du pays. La République tchèque est bouleversée le 18 décembre 2011 par le décès à l'âge de 75 ans de l'icône de la Révolution, l'ancien président Václav Havel. Fils du roi Abdelaziz Al Saoud, fondateur de la dynastie saoudienne, le sultan Ben Abdelaziz Al Saoud meurt subitement le 22 octobre 2011, la nature de sa maladie n'ayant jamais été révélée par les autorités du pays. Bonjour 2012 et ses perspectives heureuses, comme annoncé par le président de la République Alassane Ouattara dans son message à la nation. Mais pour le devoir de mémoire, traversons le miroir de la mémoire économique de la Côte d'Ivoire en 2011. Nous étions au 6e sous-sol quand est formé le deuxième gouvernement Soro-Guillaume. Remonter la pente était l'enjeu. 2 types d'actions ont été conçues, l'une en interne pour booster les entreprises locales et l'autre en direction des partenaires bilatéraux et multilatéraux. En interne, première action, le budget d'investissement, source de croissance. Il est fixé à 350 milliards de francs CFA, soit 11% des 3050 milliards,4. Le président Alassane Ouattara l'a voulu d'un niveau supérieur, 500 milliards pour mieux aider les entreprises à sortir la tête de l'eau. Autre action significative, le paiement des arriérés intérieurs. 144 milliards ont été consacrés à ce chapitre. Le dédommagement des entreprises sinistrées n'est pas en reste, 12 milliards. L'abandon des taxes aux entreprises, le manque à gagner pour l'État est de l'ordre de plus de 32 milliards. Sans oublier les rencontres, les écoutes, les échanges pour instaurer la confiance, sans laquelle aucune entreprise économique ne peut prospérer. Premier test pour vérifier le retour de cette confiance, l'emprunt obligataire. Il a permis de mobiliser en 2 semaines plus de 160 milliards, un record. Laissons là les actions internes et allons à la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'attente a été comblée. Tous les secteurs ont reçu un appui. En pole position, le secteur des infrastructures routières, des mines, énergie et pétrole, 477 milliards. La mine d'or de Tongon à elle seule a englouti 200 milliards d'investissements. En seconde position, les finances, les impôts, le trésor, le secteur privé. Au total, 199 milliards sont allés à ce secteur avec point culminant l'appui budgétaire de 75 milliards. La restauration de l'outil agricole n'est pas en reste, 43 milliards. Dernier secteur à bénéficier des appuis extérieurs, le transport à hauteur de 4 milliards 6, dont 4 seront consacrés au renouvellement du parc automobile. Au total, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'ensemble des partenaires au développement d'un appui constant. Toutes les institutions financières, multilatérales, bilatérales ont fait leur retour sur les bords de la lagune ébriée. Le retour de la BAD est bouclé. Sans oublier toutes les rencontres régionales et sous-régionales qui se sont tenues en terre ivoirienne. On peut affirmer que tout est réuni pour faire un bon qualitatif. Le tout est dans la capacité à gérer cette bonne disposition nationale et internationale pour réussir à donner une forme et un contenu à l'heureuse perspective du président Alassane Ouattara. Alors, au travail donc. D'hospitalité et de solidarité.
Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion 2011 est bâti sur la base de l'hypothèse d'une croissance négative de l'économie ivoirienne de l'ordre de 6,3%, ainsi que la reprise de la coopération avec les partenaires au développement. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibi Kofi, les priorités du projet de budget 2011 portent sur la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la restauration de la sécurité des personnes et des biens, la satisfaction des besoins sociaux immédiats des populations et en priorité également le démarrage de certains investissements nationaux pour impulser l'activité. Un vaste chantier évalué en ressources et en dépenses à 3 050 milliards 500 millions de francs CFA. Les ressources intérieures sont estimées à 2 086 milliards de francs CFA, les ressources extérieures à 603 milliards de francs CFA et les autres financements à conclure à hauteur de 360 milliards. Pour ce qui concerne les dépenses au titre du budget 2011, elles comprennent notamment le service de la dette pour un montant de 1 291 milliards 500 millions, la masse salariale prévue à 727 milliards 300 millions, les abonnements évalués à 46 milliards 300 millions, la sortie de crise pour un montant de 84 milliards 900 millions de francs CFA et enfin les investissements évalués à 340 milliards 100 millions de francs CFA. Les dépenses d'investissement prennent en compte les grands travaux d'investissement à hauteur de 40 milliards, le fonds d'investissement en milieu rural pour un montant de 10 milliards et le programme présidentiel d'urgence à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Malgré les contraintes financières, le budget 2011 accorde la priorité aux dépenses liées à la lutte contre la pauvreté avec une dotation de 840 milliards 100 millions de francs CFA. Des dispositions particulières ont été prises par le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibi Kofi, pour encadrer l'exécution de ce budget. Il s'agit de l'exécution des dépenses en fonction de la mobilisation des recettes et l'évaluation trimestrielle des directeurs des affaires administratives et financières de tous les ministères. Plusieurs difficultés économiques ont certes émaillé la Côte d'Ivoire en 2011. Cependant, à côté de ces difficultés, il ne faut pas occulter que plusieurs acquis ont aussi été enregistrés durant cette année. En effet, c'est dans le courant 2011 qu'un grand rêve est devenu une réalité. Ce rêve longtemps caressé par l'équipe du président Guy Mbeng a pris forme. La Côte d'Ivoire, à nouveau éligible à l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, après l'avoir perdu en 2004 suite aux événements sociopolitiques de cette période. Guy Mbeng, négociateur en chef pour la partie ivoirienne, a vu ainsi ses efforts récompensés. Son message, soutenu par l'équipe du président Alassane Ouattara, a été entendu par les autorités américaines. Et le mardi 24 octobre 2011, sous le coup de 18 heures, le président Obama a signé un décret autorisant la Côte d'Ivoire à figurer sur la liste des pays éligibles à l'AGOA, en même temps que le Niger et la Guinée-Conakry. Mais que gagne la Côte d'Ivoire avec cette éligibilité ? Selon plusieurs experts du monde du commerce, les entreprises ivoiriennes pourront exporter à nouveau vers le marché américain avec des tarifs préférentiels. La Côte d'Ivoire réapparaît automatiquement dans les radars des investisseurs internationaux, surtout les Américains avec la banque Exim Bank qui s'occupe de l'import-export. Les États-Unis s'ouvrent ainsi à la Côte d'Ivoire et c'est en cela que la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny va booster les échanges. La rééligibilité de la Côte d'Ivoire est un avantage inestimable pour un pays dont l'économie a été sinistrée par 9 années de crise. Les pays admissibles peuvent exporter des milliers de produits aux États-Unis en franchise de droits de douane. La loi couvre près de 6500 produits allant des vêtements aux automobiles en passant par les chaussures et les fruits. Tout cela va faciliter l'intégration de la Côte d'Ivoire dans l'économie mondiale. En 2002, la Côte d'Ivoire, qui bénéficiait de l'AGOA, avait réalisé près de 49 millions de dollars américains d'exportation vers les États-Unis, environ 25 milliards de francs CFA.
Avec les exportations des produits vers les États-Unis hors tarifs de douane, l'AGOA devient une mesure incitative pour l'amélioration du climat général des affaires et des investissements. Donc, une réduction de la corruption, le renforcement des infrastructures et l'harmonisation des normes commerciales afin que les entreprises ivoiriennes puissent devenir plus concurrentielles sur le marché mondial. C'est aussi un signal fort pour le retour de plusieurs institutions et organismes internationaux en Côte d'Ivoire. 12 juin 2011, Soro Guillaume, Premier ministre, en compagnie de Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et du général Soumaïla Bakayoko, est dans la rue d'Abidjan. Il veut se rendre compte par lui-même de l'état de la voirie. Premier constat, la chaussée abidjanaise est dans un état de dégradation avancé. Pire, il y a trop de barrages dans le district. Il décide, séance tenante, que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fasse respecter les dispositions réglementaires en la matière. 33 barrages sur toute l'étendue du territoire national, pas plus. 16 juin, retour sur la chaussée, cette fois avec le ministre Patrick Kachi des infrastructures économiques, Charles Kofi Dibi de l'économie et des finances, Mabri Touakeus, ministre d'État, ministre du plan et du développement, le directeur général de la Géroute, sous une pluie battante. Et durant 4 heures, Soro Guillaume et ses collaborateurs battent le bafé à Abidjan pour toucher du doigt les réalités. Elles sont cruelles, incapacité de se déplacer, les égouts sont non fonctionnels. En somme, tout est dans un état lamentable. Que faire? Il faut prendre le problème à bras-le-corps, activer le programme d'urgence, en faire une priorité de l'action gouvernementale, enfin mettre en place un comité de suivi, a décidé le Premier ministre. Le concept de genre est né au cours des années 1980 à la suite de l'histoire sociale des femmes. Le genre se réfère à la construction et à la répartition des rôles sociaux attribués à chaque sexe dans une société et à une époque donnée. En Côte d'Ivoire, le concept a été vulgarisé à travers la Direction de l'égalité et de la promotion du genre, créée par le décret numéro 2006-41 du 15 mars 2006. Ses missions, entre autres, veiller au respect de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation des décideurs, des planificateurs et de la société civile en genre et développement. L'œuvre de sensibilisation menée depuis 2006 a-t-elle porté fruit? Depuis le 1er juin 2011, sur un total de 36 ministres, on ne compte que 5 femmes. Et après les législatives du 11 décembre dernier, seulement 28 femmes ont été élues sur 254 sièges. Dans les instances de décision, les femmes brillent par leur absence. En 2005, le Conseil économique et social ne comptait que 16,7% de femmes sur 120 conseillers. Au niveau du corps préfectoral, 8,7% sur 231. Dans les municipalités, 4,6% sur 197 maires. Pourquoi le concept de genre peine à entrer dans les mœurs et à prendre forme en Côte d'Ivoire? Pourtant, ce n'est pas la volonté politique qui fait défaut. Quand on sait que le président de la République, Alassane Ouattara, a traduit sa volonté de voir 30% de femmes représentées dans les instances de décision. Le problème provient-il des femmes elles-mêmes, comme l'a exprimé Maître Christiane Biti Kouyaté au cours d'une réunion tenue récemment à Grand Bassam pour analyser les raisons de l'échec des femmes aux législatives du 11 décembre 2011. Si tel est le cas, il est temps que les femmes s'organisent mieux en se formant, en brisant les tabous et les préjugés culturels et leur manque d'assurance en elles-mêmes pour une répartition équitable des rôles sociaux. Ainsi, elles seront dignement représentées qualitativement et quantitativement dans les sphères de décision. Les hôpitaux ivoiriens n'étaient pas au mieux de leur forme. Leur état s'est même aggravé avec la crise post-électorale. Plusieurs infrastructures ont subi des dégâts. Conséquence, pas de soins et de médicaments appropriés. Un tableau sombre. Il fallait rapidement se pencher sur le secteur de la santé. Le gouvernement ivoirien s'y est attelé. Premier acte à l'endroit du secteur de la santé. La politique de gratuité des soins, politique initiée par le chef de l'État le 16 avril 2011, devenue une priorité pour le ministère de la Santé.
Ce département a pris toutes les dispositions pour assurer l'application effective de cette mesure qui coûte 5 milliards de francs CFA par mois à l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de juin 2011. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, cette politique de gratuité des soins connaît des difficultés dans son application. Pénurie de médicaments, manque de personnel. Pour se faire une idée de ce qui se passe réellement dans les hôpitaux et autres centres de santé, le ministre de la Santé est allé sur le terrain pour des contrôles. On se souvient encore de l'une de ses visites au centre de santé communautaire de Yopougon-Niangon où 2 médecins ont été renvoyés pour absence à leur poste et pour avoir pris de l'argent avec des patients. Mais ce seront les sanctions. Je pense que j'ai beaucoup décrié les dysfonctionnements dans les établissements de soins depuis la prise de cette mesure de gratuité de soins qui arrange tout le monde. Je dis bien, cette mesure arrange autant les praticiens que les parents et les malades. Mais on a l'impression qu'il y a des équipes qui sont là pour faire du sabotage, qui sont là pour faire de la réticence exprès, pour nuire à ce processus. En vue de mettre fin à pareil comportement, un numéro vert gratuit a été mis en place pour recevoir les préoccupations des populations. C'est le 143. Cette politique de gratuité des soins et des médicaments, même si elle est critiquée, est salutaire. Autre bon point pour le gouvernement ivoirien en matière de santé en 2011, la distribution gratuite de plus de 7 millions de moustiquaires imprégnés par le ministère de la Santé et ses partenaires sur toute l'étendue du territoire national pour lutter efficacement contre le paludisme. Concernant la polio et la rougeole, 2 campagnes de vaccination ont été organisées à travers le pays. Ce sont près de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui ont été vaccinés. Dans le cadre de la lutte contre la dengue et la fièvre jaune, une opération de démoustication a été lancée à Grand-Bassam. Ajouté à toutes ces activités, le lancement ce 27 décembre 2011 du programme présidentiel d'urgence de réhabilitation et de construction des infrastructures sanitaires sinistrées du fait de la crise post-électorale. Environ 11 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réhabilitation, la construction et l'équipement des structures sanitaires dans 18 régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire pour offrir aux Ivoiriens une bonne santé en 2012. Et les Ivoiriens ont bon espoir. Deuxième trimestre 2011, la Côte d'Ivoire musicale sort d'une grave crise post-électorale et c'est donc avec un grand plaisir que les Ivoiriens ont participé nombreux aux différents concerts. Exemple type parmi beaucoup d'autres, le festival de musique urbaine d'Abidjan, le FEMUA. La capitale politique ivoirienne va accueillir ces derniers mois, voire ces dernières semaines de 2011, de grosses pointures de la musique internationale. Oumou Sangaré, le Bembeya Jazz, Salif Keïta, également sur les tablettes le festival Positive Tribu, les 3 et 4 décembre avec pour invités Aïdiamana Lévy, soprano, Colonel Reyes et Ismaël Isaac. Une bonne brochette d'artistes jeunes ont fait le show à Abidjan, au grand plaisir de la jeunesse branchée hip-hop, citant pêle-mêle Kerry Ilsan, La Fouine et Singila. Les derniers artistes en date, Fali Ipupa et Ferré Gola, étaient présents à Abidjan ce mois de décembre. 2011 se termine pour la scène musicale en Côte d'Ivoire sous de meilleurs auspices, faisant ainsi entrevoir de bonnes perspectives pour 2012. Je peux vous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Tous les paramètres sont réunis pour que l'année 2012 soit une année de succès pour notre pays. Bientôt, nous retrouverons une croissance économique digne de notre potentiel. Et je peux affirmer que la Côte d'Ivoire de demain sera rayonnante. Elle pourra réaliser ses grandes ambitions. Elle en a les capacités et la volonté. Notre pays étonnera le monde par son dynamisme.